Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Je veux traiter avec vous ce soir des rapports réciproques entre l'amour et le bonheur. Évidemment, ce sont là des points que vous commencez à connaître, puisque j'ai pu jusqu'à maintenant vous exposer les concepts fondamentaux de ma pensée, mais il est bon de revenir sur l'expérience qui a rendu possible cette pensée-là. Je vous rappelle que lorsque quelqu'un découvre mon système, surtout comme par exemple mes lecteurs français ou mes auditeurs français, qui se trouvent confrontés soudainement devant 53 titres parus, ils sont comme amenés, s'ils apprécient cette pensée-là, à passer de l'expression intellectuelle de ma pensée à son application dans leur vie. Ce qu'ils ne réalisent pas souvent, c'est que c'est le chemin inverse de celui que j'ai suivi. Car c'est à partir de ma propre expérience concrète, dans ma vie de tous les jours, que j'ai patiemment élaboré mes concepts spéculatifs. Alors ce soir, je vais vous parler, à travers mon expérience, de ce que j'ai compris des rapports entre l'amour et le bonheur. Quand j'étais enfant, au Québec, j'ai reçu une éducation chrétienne. Bien sûr, j'avais un père européen qui était anticlérical et qui possédait des dictionnaires européens, c'est-à-dire des dictionnaires authentiques qui n'étaient pas expurgés de tout ce qui aurait pu offenser la conscience fragile d'un Québécois, parce qu'il y avait des éditions spéciales des dictionnaires pour le Québec. Par exemple, on ne montrait jamais une planche anatomique où l'on voyait un homme nu. On cachait ses organes génitaux. On ne voyait pas de toile de maître. Or, il y avait tout ça dans les dictionnaires de mon père. Alors, j'ai donc reçu conjointement 3 types d'éducation. Une éducation totalement libre et affranchie de toute morale de ma mère, qui était une orpheline sans instruction, mais qui était très débrouillard. Un enseignement intellectuel, même si mon père n'était qu'un autodidacte, mais de type européen et anticlérical. Et enfin, un enseignement religieux à l'école. Et ces 3 types d'enseignement de formation m'ont permis de me faire une idée. Je pense que je suis très content d'avoir étudié l'enseignement religieux, d'avoir compris que l'amour, par exemple, dans un couple, peut être comparé à une sorte d'amour romantique cautionné par les lois du mariage et les belles familles réciproques, parce que quand on prend femme, ben, on entre dans la famille de sa femme, et quand on prend un mari, on entre dans la famille de son mari. Et je me suis dit que c'était exactement l'amour crucifié dont on parle dans les évangiles, mais transposé à la mesure humaine. C'est-à-dire qu'il fallait mettre de l'eau dans son vin, il fallait essayer de ne pas contrarier son partenaire. Et comme c'était la femme qui était la plus diplomate, la plus ouverte, c'était à elle d'amener son mari à faire ce qu'elle voulait, tout en lui donnant l'impression que c'est lui qui décidait. L'amour dans tout ça passait au second plan finalement. Et on essayait d'être heureux, du moins dans les premiers temps du mariage, parce qu'on était en amour. Moi, évidemment, ce que j'ai expérimenté dans ma vie, c'est que le bonheur, l'amour ne pouvait pas nous rendre heureux, ou qu'on déchantait vite. Disons que j'étais un peu en avance sur mon époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui, rendus à 30 ans, vont en être rendus à leur 10e union amoureuse, et ce sont des gros consommateurs d'amour, mais en réalité,
cet amour-là me semble plutôt une forme régressive d'attachement, où le sexe joue un rôle très important et le soin de former une famille, plus aucun rôle. Je me suis dit, mais est-ce que l'amour peut rendre heureux? Je dirais très momentanément, et même dans les unions réussies, d'autrefois ou d'aujourd'hui, en 2010, j'ai comme l'impression que les gens se lassent vite et qu'ils préfèrent rompre pour recommencer ailleurs que de se multiplier et d'amener dans, on va dire, la cellule initiale, d'autres personnes qui vont apporter leur énergie et enrichir la cellule de base. C'est comme ça que j'ai procédé. Donc, d'une part, j'avais une propension au bonheur et j'ai décidé d'accorder toute l'importance que je pouvais à ce bonheur auto-généré. J'ai compris très vite que je ne pouvais pas laisser le succès académique, la réputation, le sexe ou l'argent changer quoi que ce soit à ma tonalité fondamentale. C'est à ce bonheur de base, à ce bonheur que j'appelle archétypal. C'est pourquoi je définis l'être beaucoup plus par le bonheur et la liberté que par l'amour. L'amour n'a rien à voir avec l'être, sauf dans la mesure où l'on serait capable de vivre un saint amour éthérique. Ça doit être difficile pour la majorité des gens, parce qu'ils n'ont pas le temps de penser à eux, ils travaillent trop, ils n'ont pas le temps de s'enrichir intérieurement par une culture consciente. Et aussi, ben, ils sont, comment pourrait-on dire, désavantagés par leur manque d'intérêt pour les valeurs. Que ce soit les valeurs de la vie, les valeurs de la liberté, ou les valeurs de la création, ou les valeurs sociales. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui croient à des valeurs. On va croire à un modus operandi qu'on pourrait appeler, par exemple, depuis 30 ans en Occident, la vertu militaire, l'attitude politiquement correcte. C'est pas nécessairement des valeurs, ça. C'est comme une sorte de vertu laïque qui détermine un certain mode de survie et beaucoup de préjugés. Quant à l'amour, eh bien, j'en suis rendu à ne plus oser employer ce mot-là quand il s'agit de mes émotions, de mes sentiments personnels. Je dis à mes compagnes, vous savez, ce qui dépasse vastement l'amour qu'on pourrait avoir les uns envers les autres, c'est vraiment ce sentiment d'avoir notre être profond à partager. Alors, ce partage de l'être, je l'appelle